Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver donc, pour ce nouveau live de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Un rendez-vous 100% foncier, 100% pro pour aborder concrètement, donc, avec l'aide d'experts, différentes thématiques en lien donc, avec les questions foncières et les nombreux enjeux qu'elles recouvrent. Un webinaire organisé exceptionnellement depuis le hall 4 du Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine et des animaux qui sont présentés donc, au concours Aquitanima pour parler donc, aujourd'hui transmission des fermes d'élevage. L'enjeu en termes de renouvellement de génération est immense, car la moitié des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite d'ici 2030. Et ce sont les exploitations d'élevage qui sont le plus impactées par la baisse du nombre de fermes. Or, la transmission d'une exploitation d'élevage ne s'improvise pas, elle se prépare, elle s'organise en amont pour être à la fois sereine, sécurisée et viable. Beaucoup de questions autour de ça. Donc, quelles sont les bonnes questions justement à se poser avant d'envisager une transmission? Quels sont les leviers fiscaux et patrimoniaux? Quelles sont les obligations et points de vigilance en matière sanitaire? Comment identifier et choisir son repreneur? Avec quels outils, quelles aides et quel accompagnement? Alors, sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter et d'accueillir nos invités du jour, Franck Daubin, Gaël Gadiou et Fabien Dachary. Franck Daubin, bonjour. Bonjour, monsieur Philippe Abraham. Vous êtes éleveur dans le nord du Médoc, en Gironde, jeune retraité, j'ai envie de dire, mais toujours en activité. Je précise aussi que vous êtes président du GDS Gironde, le groupement de défense sanitaire, et membre, ou président d'honneur du GDS régional donc de Nouvelle-Aquitaine. Ravi de vous accueillir. Gaël Gadiou, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste au sein de la SAFER Nouvelle-Aquitaine et vous intervenez donc en appui de vos collègues conseillers fonciers dans l'accompagnement des dossiers de cession et de reprise. Ravi de vous accueillir également. Et enfin, Fabien Dachary, bonjour. Bonjour. Bonjour Fabien. Donc vous êtes conseiller foncier à la SAFER Nouvelle-Aquitaine également dans le département des Landes. Vous allez le voir à l'accent, on va vite s'en rendre compte. Donc ravi de vous accueillir également. Je rappelle aux uns aux autres que durant ce webinaire, vous pouvez réagir tout au long du webinaire dans le chat. Posez vos questions. Donc le chat est situé à droite de votre écran. Et puis on essaiera en live de prendre quelques questions à la fin de ce webinaire. Fabien Dachary, je viens vers vous, conseiller foncier à la SAFER Nouvelle-Aquitaine. J'imagine, Fabien, parce que vous êtes au contact des cédants, au contact des agriculteurs, qu'au moment de céder le travail de toute une vie, alors que la complexité du métier rend difficile la prise de recul, j'imagine que la charge émotionnelle de l'éleveur qui doit céder son exploitation est forte, voire immense. Bien évidemment, c'est céder tout le travail d'une vie, le travail notamment sur la génétique, c'est céder toute son exploitation, des années de travail. Donc bien évidemment, la charge émotionnelle est très importante et souvent, voilà, notre rôle est d'accompagner et d'aider les agriculteurs cédants à commencer à initier le dossier et savoir par quel bout le prendre. Voilà. C'est aussi parce qu'il y a cette charge mentale, cette charge parfois affective, qu'il faut se donner du temps pour digérer la chose et commencer à se projeter sur la vie d'après. Bien sûr, pour moi, il faut beaucoup de temps. Il faut aussi un accompagnement humain. Il faut digérer la partie technique, mais d'abord la partie humaine et émotionnelle. Pour moi, il faut commencer par là et ça prend un petit peu de temps. Et construire le projet de la vie d'après, comme je le disais à l'instant, est-ce que ça ne commence pas d'abord par s'interroger sur la question du lieu d'habitation? Parce que quand on parle ferme d'élevage, évidemment, souvent la maison d'habitation, elle n'est pas très loin de là où vivent les animaux. Et donc se poser la question du lieu d'habitation sur la vie d'après, est-ce que ce n'est pas là que tout commence finalement? Parce que de cette question peut-être découle beaucoup de choses finalement. Bien sûr, parce que ça peut être la double peine, c'est laisser son exploitation et parfois laisser sa maison familiale. Donc la première question, elle est souvent là. C'est est-ce qu'on est prêt à céder son habitation ou pas, le siège d'exploitation. Voilà. Et c'est lourd de sens. Donc ça, c'est souvent une question personnelle, voilà, où on est un petit peu en recul. Bien évidemment qu'on peut les conseiller, les accompagner dans l'évaluation de ce bien-là. Mais voilà, il faut digérer cette question-là parce qu'il y a des questions de proximité et de distance, notamment par rapport à l'élevage. Oui. Oui, puis après, si l'éleveur devait rester au sein même, au cœur de l'élevage, ça pose le problème de la cohabitation avec le repreneur. Et puis la maison d'habitation, ça met en compte aussi, enfin, ça implique le conjoint de l'exploitant ou de l'exploitante. Donc dans le fait peut-être de devoir envisager de déménager.
Oui, alors ça peut être, on a des exemples, ça peut être pour les cédants, ça peut être quelque chose de positif, de pouvoir continuer à voir l'élevage. Et certains, par contre, ne veulent plus. Et une fois qu'ils laissent les clés du camion, ils veulent plus voir le bébé. Voilà, si les agriculteurs, le repreneur, ça se débrouille et ils veulent plus. Voilà, ça implique des choses aussi, des contraintes internes, des passages, voilà, des choses un peu particulières. Voilà, il y en a qui sont prêts à l'accepter, d'autres non. Là aussi, il faut du temps pour que tout ça mûrisse, quoi, en fait. Hein. C'est essentiel. Voilà, donc il faut y réfléchir. Ouais, il faut y réfléchir à ces questions humaines. Voilà, d'abord. Merci Fabien pour ces premières précisions. Franck Daubin, donc je rappelle, vous êtes éleveur dans le nord du Médoc, en Gironde. On va dire, elle est présidente du GDS Gironde, hein, ce sera plus facile. Oui. La peur de ne plus travailler, l'attachement à son cheptel aussi, parce que tous les jours on est aux côtés du cheptel, devoir possiblement quitter sa maison d'habitation, transmettre une exploitation d'élevage, notamment hors cadre familial, parce que bon, quand il y a un successeur désigné, j'ai envie de dire les choses sont plus simples et peut-être plus naturelles. C'est un moment nécessairement difficile pour l'éleveur. Oui, je pense que pour l'éleveur, c'est vraiment quelque chose de plutôt difficile et beaucoup d'éleveurs, je pense, choisissent carrément quand même de laisser le repreneur faire et de s'éloigner un peu parce que tout le monde n'a pas la même vision des choses. Donc, pour la gestion d'un élevage, et pour moi, il est plus serein de laisser faire le repreneur, et, tout en allant le voir de temps en temps. Mais néanmoins, il vaut mieux les laisser faire les jeunes. Et c'est un moment difficile auquel il faut que le cédant se prépare. Parce que c'est quelque chose dans la tête quand le matin on ne va plus voir les animaux et qu'on n'entend plus le bruit des cornadis. C'est quelque chose de très difficile pour un éleveur. Ouais. C'est quelque chose qui est rentré dans la tête et qui est rentré dans la vie de tous les jours et qui quelquefois pose problème à certains. Donc il faut une préparation tout simplement à ce genre de situation. Se donner du temps. Ça s'anticipe, ça se prépare et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Merci Franck pour ces propos. Fabien, je reviens vers vous, donc conseiller foncier à la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Bon, le maître mot, on l'aura compris, c'est anticiper. Anticiper pour se donner des perspectives aussi hein, sur la vie d'après, avoir le temps de mûrir donc, son projet de vie. Anticiper aussi pour trouver le bon repreneur, parce que j'imagine que c'est pas le plus facile de trouver un repreneur dans le cadre, lorsqu'il s'agit d'une transmission hors cadre familial, au regard de ce qu'est le contexte économique, l'attractivité des métiers d'élevage, c'est pas le plus simple. Non, tout à fait, il faut se donner du temps, c'est important. C'est pour ça qu'il faut anticiper, parce qu'il faut d'abord trouver des jeunes qui sont intéressés aujourd'hui par l'élevage. Ça, c'est le premier point. Et après, il faut travailler les modalités de reprise. Donc, notamment, aujourd'hui, le financement. Voilà. Donc, et actionner les différents leviers, donc les foncières, les prêts bancaires, toutes ces questions-là qui peuvent prendre un petit peu de temps. Voilà. Et c'est le rôle du conseiller foncier justement que d'aider le cédant à pouvoir identifier un repreneur ou de proposer à des porteurs de projets des fermes dont vous savez qu'elles vont se libérer dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. Oui, bien évidemment, c'est notre cœur de métier, hein, c'est d'être le chef d'orchestre à la fois du côté du cédant, mais à la fois aux côtés des repreneurs, des candidats, les accompagner pour finaliser, boucler leurs projets. Donc on est chef d'orchestre, on doit aller chercher le bon intervenant au bon moment et ça ça s'applique aussi aux repreneurs. Voilà. Là aussi, il faut du temps. Il faut du temps parce que trouver le bon repreneur, c'est aussi trouver le repreneur avec lequel on va avoir le feeling, où on va partager un minimum de choses et où peut-être le cédant pourra continuer peut-être aussi à accompagner l'installation du porteur de projet. Tout à fait, quand on a un projet élevage, c'est aussi un site, c'est aussi un feeling avec le lieu, avec la ferme, avec les équipements. Donc il faut en voir plusieurs, il faut garder ce contact-là avec les cédants et avec les repreneurs, c'est très important. Merci Fabien. Gaël Gadiou, donc juriste à la SAFER Nouvelle-Aquitaine. On l'a vu, hein, donc anticiper, mettre au mot, anticiper aussi pour construire le projet de cession et ne rien laisser de côté de toutes les questions, et elles sont multiples, hein, techniques, juridiques, fiscales, sociales, voire même énergétiques aujourd'hui, puisqu'on a vu l'investissement des agriculteurs dans la production d'énergie renouvelable. Il y a beaucoup de sujets et il faut bien sûr du temps pour pouvoir traiter correctement et ne rien laisser de côté.
Bien sûr, et comme le disait mon collègue Fabien, la réussite de la transmission va s'articuler effectivement sur la préparation, l'anticipation. La préparation, aujourd'hui, on a de plus en plus de normes juridiques, d'impacts fiscaux, d'impacts patrimoniaux. Et effectivement, si tout cela n'a pas été préparé à l'avance, eh bien, je dirais que les clés de la réussite d'une transmission hors cadre familial, c'est effectivement la préparation et l'anticipation. Et comme vous l'avez dit, Philippe, on a effectivement vu le développement d'énergie renouvelable, type le photovoltaïque sur toiture, par exemple, sur hangar. Et on a des schémas juridiques qu'il faut muter, qu'il faut céder. Donc il faut d'abord les auditer. Regardez comment ils ont été construits avant de les muter. Voilà, donc tout ça, c'est un travail effectivement d'anticipation, de préparation qui est nécessaire à la réussite de cette transmission. Oui, il y a besoin de sérénité, il y a besoin de sécurisation. On va y revenir précisément parce que la SAFER peut amener cette sérénité et cette sécurisation. Franck Daubin, je reviens vers vous. Donc, Franck Daubin, président du GDS Gironde. D'abord, peut-être un mot rapide, Franck. Ce n'est pas le cœur du sujet d'aujourd'hui, mais le GDS 33, son action, en quelques mots et quelques chiffres, peut-être. Oui, alors le GDS 33, c'est environ 40 000 animaux en Gironde, ruminants, bovins, ovins, caprins, surtout bovins. C'est bien sûr le GDS, c'est l'outil sanitaire des éleveurs pour gérer le sanitaire justement des élevages, qui est le socle d'un élevage, la cheville ouvrière, je dirais, parce que sans sanitaire, pas d'élevage. C'est pas possible, économiquement parlant, on va souvent à des catastrophes. Il faut donc être très pointu sur son élevage. Et donc le GDS 33, comme tous les GDS en France, c'est un maillage qui est dans tous les départements de France, et notamment de Nouvelle-Aquitaine. Chaque département a son GDS, où nous sommes regroupés au sein de l'AFR, et après le maillon GDS France à Paris. Donc c'est quelque chose de très important. Il y a environ de moyenne 95% des éleveurs bovins qui sont adhérents au GDS de leur département. Oui. Voilà. Alors, justement, on évoque la question sanitaire parce c'est un point de vigilance important. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot également de ce qu'est la situation sanitaire des cheptels en Nouvelle-Aquitaine? Je dis des cheptels parce que, évidemment, suivant la nature des cheptels, les problèmes sanitaires ne sont peut-être pas exactement les mêmes. Mais j'ai cru comprendre que la situation était quand même, on va dire, tendue. Alors, la situation est tendue vis-à-vis d'une maladie, d'une zoonose qui est la tuberculose, qui est une maladie du premier tableau, qui donc est une maladie gérée par l'État, sur responsabilité de l'État, des DDPP, et auquel nous sommes bien sûr partenaires, mais qui impacte en Nouvelle-Aquitaine, nous avons à peu près 70 de moyenne suivant les années, 70% des foyers tuberculose sont en Nouvelle-Aquitaine, avec quelques départements bien sûr plus touchés que d'autres. Il y en a qui ont rien, comme par exemple en Creuse, mais il y en a comme la Dordogne, le PA, un peu en Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, Charente-Maritime, qui sont quand même des départements assez avec un nombre de foyers tous les ans, et nous avons du mal pour l'instant à arriver à remettre ça. La tuberculose, c'est une maladie vicieuse qui est dans les élevages, qui rentre dans l'élevage, met du temps à se développer, mais quand elle y est, c'est compliqué. Il faut aller souvent vers l'abattage total, mais pas forcément. On peut faire de l'abattage sélectif. Chaque cas est un cas particulier. On ne peut pas dire on va faire ça, on va faire ça. Chaque cas est à étudier. Chaque cas est un cas particulier. Mais il y a des gens qui s'en sortent. Oui. Le tout, c'est qu'après, on gère en même temps la faune sauvage. Voilà. Bon. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la pression en la matière ne cesse de s'accentuer. Donc, c'est un point de vigilance important. Et donc du coup, puisqu'aujourd'hui on parle transmission d'exploitation d'élevage, il y a un préalable à toute session d'exploitation d'élevage, c'est de faire un état des lieux assez pointu, même si on a le sentiment que tout va bien finalement.
Exactement. On peut avoir l'impression comme ça quand on voit le cheptel, parce que le cédant s'en occupe bien, etc., tout ce que vous voulez. Mais il faut quand même faire les analyses pour s'assurer qu'il n'y a pas un peu de paratube. La tuberculose, dans les zones qui sont un peu infectées, on la recherche tous les ans. Hein. Donc voilà. Mais c'est surtout après la paratube, l'IBR, la BVD, la besnoitiose, certains secteurs, pas partout, la fièvre Q, ça c'est plutôt dans les Deux-Sèvres. Donc il faut être vigilant par rapport à son secteur et faire un état des lieux du cheptel avant toute reprise. C'est pour ça que nous sommes là pour accompagner les repreneurs en partenariat avec la SAFER pour que la personne qui reprend, c'est un peu comme quand vous achetez une automobile et si le contrôle technique n'avait pas été fait, vous voyez, vous l'achetez comme ça les yeux fermés sans savoir. Oui. Eh bien un cheptel, il vaut mieux faire cet état des lieux, se faire accompagner par les GDS nous avons des vétérinaires et des techniciens tout à fait capables qui connaissent le problème de A à Z et puis nous connaissons les élevages parce que nous avons l'historique des élevages. Oui. Et donc pour nous, c'est à mon avis, aujourd'hui, c'est impératif de commencer par ça. Il y a besoin de se sécuriser tant pour le cédant d'ailleurs que pour le repreneur. Pour assurer les deux. Tu parlais tout à l'heure d'ailleurs qu'il est difficile aujourd'hui de reconstituer un élevage victime donc, de la tuberculose et qui a été obligé d'abattre tout ou partie du cheptel. D'ailleurs, pour quelles raisons c'est difficile aujourd'hui de reconstituer le cheptel ? Alors, il y a plusieurs raisons. Parce que lorsqu'on est obligé d'abattre un cheptel pour cause de tuberculose, il y a des expertises qui sont faites par des experts. Donc, il y a une somme qui est allouée. En théorie, elle est censée recouvrir le renouvellement du cheptel. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation des prix, et tant mieux, parce que l'élevage a repris un peu du poil de la bête et les cours sont plutôt favorables à ce jour. À ce jour, je ne sais pas ce qui sera dans l'avenir. Eh bien, la personne qui abat le jour aujourd'hui, qui a abattu, mettons, il y a 6 mois, à un cours, et qui a besoin de renouveler à un autre cours aujourd'hui, mais qui a augmenté, c'est pas si évident que ça. Et après, il y a un manque de disponibilité de bovins. Oui, les éleveurs préfèrent vendre les éleveurs chez souvent, le boucher préfèrent vendre, puisqu'à prix équivalent, ils préfèrent vendre pour l'abattage, pour la boucherie, plutôt que vendre pour l'élevage, parce que s'ils vendent des animaux issus de leur cheptel pour l'élevage, et que l'éleveur à qui ils ont vendu 2 ans après, et la tuberculose par exemple, eux, ils sont liés à ce qu'on appelle un lien épidémiaux, et ils ont besoin de rechercher la tube et tout le bazar, et ça les bloque pendant un certain temps, même s'ils ne l'ont pas, mais ça leur bloque le cheptel pour vendre. Voilà. Pour rester sur cette question donc de pression sanitaire et faire le lien aussi avec la question foncière, dans les territoires, pas forcément les départements, mais dans les territoires où il y a la présence de maladies, de tuberculose notamment, la structure parcellaire des exploitations qui sont proposées à la cession et qui peuvent se situer à proximité de foyers d'infection, c'est devenu une préoccupation ça également, et j'imagine peut-être que tout à l'heure tu parlais de convention avec la SAFER pour travailler justement ces problématiques parcellaires. Oui, alors moi de mon côté, je vais dire effectivement, mais on travaille sur la biosécurité au niveau donc de la tuberculose et c'est en partenariat avec la SAFER et avec tous les autres organismes qu'on peut faire les doubles clôtures, des échanges de parcelles, et ça c'est la SAFER qui intervient. Et je vais leur laisser expliquer le... Oui, ça va dans le sens notamment des attributions aux candidats, c'est ne pas morceler les exploitations, essayer de reconstituer des exploitations logiques d'un seul tenant au moment de l'attribution pour veiller à ces questions sanitaires. Oui, puis ça fait partie des savoir-faire, je dirais, presque de base de la SAFER que de faire de la restructuration parcellaire de toute manière. Sûr, ça fait partie de nos missions. Oui, de vos missions, oui. Gaël, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Là, on va être effectivement dans l'accompagnement et dans la sécurisation du cédant et du cessionnaire. Effectivement, on va essayer de mettre le repreneur dans les meilleures conditions pour que effectivement on puisse avoir cette transmission réussie. On est vraiment des partenaires à côté de ce repreneur avec le GDS et d'autres organismes. Effectivement, on travaille la main dans la main pour que cette transaction, qui est une transaction de toute une vie, effectivement, se passe très bien à la fois pour le cédant, mais aussi pour le futur repreneur qui va s'engager lui aussi
sur toute une vie. Oui, bien sûr. Fabien, vous l'évoquiez tout à l'heure en disant bon, la SAFER est souvent en tête de pont, surtout quand il s'agit de cessions reprises hors cadre familial, parce qu'il faut trouver une réponse en termes de foncier et d'exploitation aux porteurs de projets. J'imagine que la réussite d'un projet de transmission reprise, c'est d'abord le résultat d'un travail d'équipe finalement, même si il faut bien une porte d'entrée, et c'est souvent la SAFER. Bien sûr, c'est notre job quotidien, c'est d'être le chef d'orchestre, je reprends cette expression, mais qui résume tout à fait notre travail, c'est d'aller chercher le bon interlocuteur au bon moment et pour sécuriser la totalité de l'opération. Voilà, c'est notre job. En gros, c'est que il y a une charge mentale, il y a une charge affective du cédant, c'est de l'accompagner pour qu'il n'ait aucune en gros démarche administrative, juridique, fiscale à faire, qu'on l'accompagne sur tout le projet pour le décharger d'une grosse partie mentale de la cession de son activité. Et voilà. Vous allez faire le lien donc avec gérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui accompagnent. Tout à fait, en discutant, en analysant la propriété à chaque moment de la vie de la cession, on va aller chercher le juriste, l'avocat, l'expert, matériel, cheptel. Voilà, notre travail, c'est celui de... On ne connaît pas tout, mais c'est celui d'être bien accompagné. Et de mobiliser les compétences nécessaires. Tout à fait. Tu parlais de sécurisation. La question du prix de cession est probablement une question centrale, sensible. Alors, j'ai envie de dire tant pour le cédant, parce que quand on est cédant, on ne vend qu'une fois, donc on ne peut pas se rater, que pour le repreneur, parce qu'il faut acheter au juste prix, si on peut parler de juste prix. Comment est-ce que la SAFER, justement, participe à la sécurisation des différentes parties prenantes, et comment vous arrivez à faire converger aussi, parce que c'est ça l'objectif, les intérêts du cédant comme ceux du repreneur. Voilà, donc nous, notre mission, elle est aussi de réguler les prix, c'est une mission de la SAFER, on est au cœur de notre métier. Sur les terres, entre guillemets, c'est un petit peu facile. On a des références de prix, tout le monde les connaît localement. La difficulté, en effet, aujourd'hui, c'est sur les bâtiments d'élevage notamment. Voilà, c'est quelle décote, combien on le vend. Il y a des prix sans trop en avoir. Voilà, c'est fixer ça en accord avec le propriétaire pour que la cession se passe le mieux possible. Voilà. Et aujourd'hui, si on est trop gourmand entre guillemets sur les prix, on ne vend pas. Voilà, donc c'est la réalité. Et le voisin va vendre avant nous. Donc c'est être voilà. Il y a un gros travail psychologique aussi, bien évidemment, puisque au début, c'est le travail d'une toute une vie. Et donc c'est difficile voilà, il faut que ça soit vendu bien évidemment au bon prix, mais avec la difficulté de laisser partir, toujours pareil, le travail de toute une vie, et parfois notamment sur le cheptel, le travail sur la génétique qui a été très important, et voilà, ça peut être rajouter une complexité. Il y a le bon prix, la notion de bon prix au regard de ce que vous pouvez constater sur le marché localement, pour effectivement ne pas être décorrélé des réalités du marché. Il y a le bon prix pour le cédant s'agissant du projet de vie qu'il veut pour après et de quel capital il a besoin pour mener à bien son projet. C'est l'éternel débat. C'est qu'on vend une propriété souvent pour un autre projet. Et psychologiquement, c'est difficile de se sortir du futur projet. Mais en effet, il y a un prix marché. La SAFER, elle est là pour ça aussi, notamment aussi sur les terres. C'est de faire respecter un prix de marché. Et derrière, il y a les projets personnels sur lesquels on veut affecter cet argent. Et la difficulté, elle est souvent de faire accepter cette décorrélation entre les deux. Oui, puis en termes de décorrélation, il peut y avoir aussi un écart entre ce qu'on pourrait appeler une valeur patrimoniale, en disant, voilà, j'ai des bâtiments, ça vaut tant, j'ai un cheptel, ça vaut tant, j'ai un foncier, ça vaut tant, etc. Et puis, il y a la valeur, peut-être qu'on peut aussi appeler de reprenabilité. Franck Daubin, à ce sujet, ces dernières années, on a vu la taille moyenne des élevages qui a connu une augmentation très très significative, évidemment, parce que beaucoup des hectares qui se sont libérés sont quand même allés plutôt à l'agrandissement qu'à l'installation. Sur cette question de la reprenabilité des exploitations d'élevage et du capital nécessaire, parce que quand on voit aujourd'hui ce que ça peut représenter, évidemment, ça pose une question sur aussi le bon comportement à adopter quand on est cédant. Je précise ma question. Est-ce qu'il faut continuer d'investir jusqu'au bout du bout pour préserver la performance de l'élevage et espérer en tirer le meilleur prix, quitte à ce que ce soit difficile à faire reprendre au regard, ou alors il faut stopper ces investissements quelques années avant la cession, quand on sait qu'on va s'arrêter,
pour faciliter précisément la reprenabilité. C'est quoi le bon comportement? C'est pas facile comme question parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite, j'imagine. Là. Non, mais il semblerait quand même qu'il ne faut pas tout laisser tomber et arrêter les investissements. Alors surtout côté cheptel, il faut continuer la génétique et à gérer son cheptel le mieux possible. Ça c'est clair pour qu'il soit toujours performant et donc productif et qu'économiquement parlant, le repreneur puisse effectivement en tirer un bon revenu. Et par contre pour les investissements, il faut peut-être lever le pied un petit peu quelques années avant, parce que tout le monde n'a pas la même vision des choses et ne peut pas faire de la même façon. Et c'est peut-être handicaper un peu le repreneur que de lui laisser des choses à payer ou des choses qu'il va acheter cher, quoi, et qui ne lui seront peut-être pas forcément utiles pour les options qu'il va prendre. Ou voilà. Donc je pense qu'il faut un juste milieu sur ces choses. Et c'est pas toujours évident, suivant le mode d'élevage. Après, et ça dépend si nous sommes en élevage laitier, en élevage bovin-viande, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques. Mais néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir avant, parce que c'est quelque chose qui pèse lourd au moment de la c'est un vrai sujet. Fabien, au regard des expériences terrain que vous avez rencontrées sur cette question de la reprenabilité, quelle est votre analyse à vous? En effet, là, on a fait beaucoup de bâtiments souvent au cours de sa carrière, on a fait des améliorations. Ce qu'on appelle l'effet bloc, nous, en fait, ça fait beaucoup à reprendre, beaucoup de capital dès lors qu'il y a des bâtiments d'élevage. Et la question, souvent, des discussions qu'on a avec les cédants, c'est voilà, le pourcentage, entre guillemets, de baisses qui sont prêts à accepter par rapport à la valeur réelle. Nous, on va estimer à l'unité, bâtiment par bâtiment, et après, vis-à-vis de cet effet bloc, c'est combien est prêt à baisser un petit peu le propriétaire pour, entre guillemets, pour pouvoir céder plus facilement son bien. Oui, surtout quand on a affaire à un porteur de projet hors cadre familial, parfois non issus du milieu agricole et auprès desquels les banques seront peut-être plus réticentes à suivre au regard des volumes financiers que cela réclame. Gaël, vous voulez rajouter un point? Oui, tout à fait, effectivement, et on s'aperçoit que ça c'est complètement marqué effectivement parce que autant le partenaire bancaire va être facilitant dans l'accès au crédit sur un capital d'exploitation, autant sur effectivement sur du bâti un petit peu entre guillemets dormant, eh bien on va avoir quelques difficultés d'avoir des partenaires bancaires. Donc effectivement, et je partage tout à fait l'avis de Franck, c'est-à-dire que sur le capital direct d'exploitation, le cheptel, il faut pas arrêter d'investir, au contraire, il faut le maintenir à un niveau très très optimal. Par contre, effectivement, sur tout ce qui est matériel ou conduite d'exploitation, eh bien, il va peut-être falloir un petit peu ralentir le rythme parce qu'effectivement, le repreneur n'aura pas forcément la même voie d'exploitation. Et parfois, lorsque on est trop spécialisé, voire trop dans des systèmes de blocs, on n'arrive pas à trouver le repreneur idéal. Pour autant, donc, la SAFER, avec ses partenaires, a développé un ensemble d'outils, alors notamment sur la question foncière. Je pense au stockage, je pense au portage, à des garanties fermage, aux garanties de paiement de fermage. Bon, c'est autant d'outils aujourd'hui qui sont à votre disposition pour faciliter la reprise finalement? Oui, enfin, je dirais qu'il y a deux voies. Il y a d'abord le travail avec le cédant. On peut imaginer des choses. On vend les bâtiments, on loue le foncier agricole. Voilà. Quand on a 80 à 100 hectares à côté des bâtiments d'élevage, c'est autant de capital à reprendre. On peut imaginer de le louer, de le mettre à disposition. Voilà, ça c'est le premier biais. Réfléchir comment on cède. Voilà, avec les différents outils, la convention de mise à disposition, notamment par le biais de la SAFER. Ça peut être l'outil aussi de panachage entre les deux modes de cession. Et après, bien évidemment, il y a les différents interlocuteurs financiers. Il y a les outils propres à la SAFER, le portage notamment, le stockage. Et ensuite, il y a toute l'entité qui tourne autour de la SAFER, les foncières, l'agri-photovoltaïsme, toutes ces questions-là qui peuvent aider, accompagner les coopératives aussi aujourd'hui qui mettent la main à la poche, entre guillemets, pour accompagner les potentiels repreneurs. Donc c'est toute cette entité-là qu'il faut mobiliser au moment de la reprise.
Merci Fabien donc, pour ces précisions. Gaël Gadiou, donc on arrive presque au terme, pas tout à fait, de ce webinaire. Et j'aimerais qu'on consacre les minutes qui nous restent pour aborder peut-être plus précisément les aspects juridiques, fiscaux et les points clés surtout à ne pas négliger. Alors on a tous compris un truc, c'est qu'il faut anticiper, Tout à fait. parce qu'il y a beaucoup de sujets à voir. Et les questions liées au juridique, au fiscal, c'est pas les plus simples. Je pense à la problématique des bâtiments, au fermage, on vient de l'évoquer, les différents contrats qui peuvent exister, la présence ou pas de production d'énergie renouvelable, le problème de plus-value, de cession de parts aussi. Parce que, tiens, sur la cession des parts, juste avant qu'on aborde le reste du sujet, on voit quand même de plus en plus aujourd'hui, notamment le foncier, se transmettre via des sociétés et des cessions de parts de sociétés, plutôt que par des transactions directes. Oui, tout à fait. C'est un mouvement qui a été initié depuis quelques années où vous avez effectivement soit le foncier qui est logé dans une société foncière, un type GFA, ou l'outil d'exploitation qui est logé dans une société d'exploitation, des GAEC, des ERL, des SEA. Et effectivement, là, il sera important effectivement d'anticiper, de préparer, parce qu'il y a tout un audit, une préparation juridique, fiscale, parce qu'il y a encore en matière agricole des outils qui permettent d'avoir une transmission, je dirais, pas sans fiscalité, mais presque avec une fiscalité adoucie. Et effectivement, dans le cadre de notre accompagnement avec nos partenaires et avec les partenaires des cédants et des acquéreurs, les experts comptables, les juristes fiscalistes des cédants et des cessionnaires, effectivement, on a tout un travail effectivement à faire de préparation, d'anticipation, parce que effectivement, ces exonérations fiscales, effectivement, se préparent à l'avance. On a eu effectivement une loi de finances 2025 qui a aussi élargi et qui a favorisé l'installation des jeunes agriculteurs hors cadre familial, qui élargit des dispositifs d'exonération fiscale. Donc effectivement, mais tout ça se prépare à l'avance, c'est-à-dire que c'est un travail, je dirais, qui va nécessiter effectivement entre 18 mois et 12 mois de préparation pour que effectivement on ait ce travail d'anticipation, de préparation, d'audit qui va permettre effectivement cette transmission facilitée. Sur la question sociétaire, en vous écoutant, Gaël, ça m'est pensé une chose, c'est que dans le domaine de l'élevage, il y a beaucoup d'agriculture de groupe, et notamment de GAEC. Oui. C'est une problématique aujourd'hui, la sortie des GAEC pour qui veut prendre sa retraite. Alors aujourd'hui, c'est pas une problématique, la sortie des GAEC, on sait traiter, c'est assez simple. Ouais. La petite difficulté, c'est qu'on a une réglementation qui est particulière, effectivement. Le GAEC permet d'avoir effectivement la transparence économique, la transparence fiscale, et c'est des dispositifs qui sont quand même assez spécifiques à cette société. Mais on sait les transformer en une autre forme juridique, mais tout ça, effectivement, ça s'anticipe. Voilà, c'est pas 8 jours avant qu'on se pose la question de l'avenir du GAEC. Et effectivement, lorsqu'on est en GAEC, va se poser aussi la question, soit effectivement du conjoint qui est associé au GAEC avec celui qui va partir à la retraite, ou d'une autre personne qui est associée à la personne qui va partir à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait de cette personne? Est-ce qu'elle cède en même temps? Est-ce qu'elle reste? Quel est son statut en devenir? Donc voilà. Donc tout ça, ce sont des questions qu'il faut envisager avant. Parmi les points donc, clés à ne surtout pas négliger quand on a préparé le webinaire, vous m'avez dit, première des questions, la question des bâtiments. Sur quel sol se situent les bâtiments? Bien sûr, parce que on s'aperçoit souvent que lorsque l'éleveur effectivement construit des bâtiments, il est dans l'agir, dans le mode agir. Et souvent, il construit effectivement sur un sol qui appartient pas forcément, effectivement, qui lui appartient pas forcément. Soit c'est la société d'exploitation qui construit sur le sol qui lui appartient en propre, ou qui construit sur le sol qui appartient à ses parents. Voilà. Et au moment de céder, effectivement,
on va avoir une difficulté et il va falloir qu'on traite cette difficulté parce que la construction n'est pas la propriété de celui qui cède, c'est la propriété de la société d'exploitation. Donc là, il faudra bien effectivement faire cet audit de savoir comment on réunit ce sol et cette construction. Dans les points de vigilance, il y a l'examen de tous les contrats en cours, à commencer peut-être par les contrats de fermage. Comment ça se passe quand il y a un cédant donc, qui a une bonne part ou toute ou partie de son exploitation en fermage? Comment on transmet aux repreneurs là? Gaël D'abord, on essaye d'avoir la totalité des baux, s'il a la totalité des baux, parce qu'en matière agricole, on a souvent aussi des baux verbaux, hein. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Eh bien, on va aller effectivement voir les propriétaires, et ça aussi, c'est toute l'expertise de la SAFER avec notre intermédiation locative, effectivement, parce qu'on va sécuriser le propriétaire. On va lui dire effectivement qu'on a un candidat à la reprise et on va accompagner cette reprise, et on va sécuriser cette reprise par rapport au propriétaire. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'accompagnement. Et effectivement, pour un éleveur, les baux est un contrat clé, hein, essentiel, hein, parce qu'effectivement, il y a de la PAC dessus, il y a des droits à produire. Enfin, voilà. Donc, il faut effectivement être vigilant sur l'application de ces baux. Ça peut vite s'avérer complexe, j'imagine, cette affaire-là. Ah ben oui, c'est pour ça qu'on est là, entre guillemets, c'est avoir les points de vigilance avec la connaissance des points à regarder, des interrogations qu'il faut se poser, des points de vigilance à vérifier. Voilà, il faut lever tous les doutes pour que la cession se passe dans les meilleures conditions, à la fois pour le cédant et le repreneur. C'est l'objectif de la SAFER, effectivement. Tout à l'heure, on parlait d'énergie renouvelable, vous l'avez rapidement évoqué. C'est des sujets donc, qui vont se multiplier, j'imagine, dans les années à venir. Alors, il y a le photovoltaïque, enfin énergie renouvelable, parce qu'on peut parler méthanisation aussi, hein, mais du photovoltaïque installé sur les toitures des bâtiments. Demain, ça va être du photovoltaïque en agrivoltaïsme. Comment ça va se gérer tout ça lorsqu'il s'agira de transmettre? Alors, aujourd'hui, on a un recul quand même qui est assez parlant sur du photovoltaïque en toiture, hein, effectivement. Et on a des contrats juridiques, les baux amphithéotiques ou les baux à construction, qui nous permettent effectivement d'organiser cette transmission de façon un peu facilité, hein, puisque ce sont des baux et des contrats juridiques qu'on a l'habitude de transmettre. Mais aujourd'hui, effectivement, vont se développer et se développent aujourd'hui tout ce qui est éolien, méthanisation, agrivoltaïsme. Et sur ce dernier point, l'agrivoltaïsme, on est en attente effectivement actuellement des derniers décrets qui vont nous permettre effectivement, nous les juristes, d'apporter notre regard d'expert sur cette transmission. Ok, ça reste un sujet pour lequel on n'a peut-être pas encore toutes les réponses d'ailleurs sur l'agrivoltaïsme. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Hein, effectivement, on apprend en marchant. Hein, voilà, effectivement, on n'a pas toutes les réponses. Mais effectivement, c'est un sujet qui devient de plus en plus impactant aujourd'hui sur nos transmissions, parce que ça peut être aussi des partenaires qui vont permettre effectivement d'aider une transmission. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, je vous renvoie sur le site de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, où vous pourrez retrouver donc, notamment sur la chaîne YouTube de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, un webinaire réalisé il y a quelques semaines, quelques mois, précisément donc, sur l'agrivoltaïsme. Alors, dernier point, puis après on va passer aux questions de nos auditeurs. Sur la question fiscale, parce que qui dit transmission dit potentiellement plus-value aussi. Tout à fait. Et donc c'est un risque hein, pour... Alors c'est un risque effectivement qu'on ait des plus-values liées effectivement à la cession de son exploitation. Mais on a effectivement en matière agricole des possibilités d'exonération qui sont assez ouvertes. Et qui ont été élargies par la loi de finances pour 2025 lorsqu'on cède à un jeune agriculteur. Mais tout ça effectivement, ça se prépare, hein, puisque c'est en fonction pour les petites entreprises d'un chiffre d'affaires réalisé sur les 2 années antérieures. Donc vous voyez que ça se prépare. Oui. Et on a aussi une exonération par rapport au chiffrage, hein, au montant de la vente, mais on a des outils qui vont nous permettre effectivement d'avoir un impact plus doux sur la cession si effectivement cette cession est préparée longtemps à l'avance.
Merci Gaël. Bon, le mot-clé, vous l'aurez retenu, c'est anticipation. Est-ce qu'on peut se dire, en matière d'anticipation, c'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? C'est quoi le délai minimum en tout cas? Pour moi, minimum, c'est 2 ans. C'était d'ailleurs le délai qu'indiquait Gaël. À moins, c'est compliqué, puisque s'il faut faire toute la chaîne, le travail de valorisation, trouver un repreneur jusqu'à la signature de l'acte authentique. Donc, il faut pour moi bien 2 ans. 2 ans minimum. Gaël, vous... Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est un laps de temps qui nous permet effectivement d'être serein au moment de la signature, au moment de la transmission, tout en sécurisant à la fois le cédant et le cessionnaire, effectivement, et d'avoir une transmission réussie. Merci. On a quelques minutes encore devant nous pour prendre quelques questions. Alors, je regarde mon téléphone parce que je reçois les questions par SMS. Alors, je n'ai pas mes lunettes avec moi, évidemment. Mais je vais quand même pouvoir vous en proposer quelques-unes. Alors, il semblerait, c'est peut-être pour vous, Gaël, mais n'hésitez pas à intervenir, qu'il y ait un projet de loi en cours qui permettrait à la SAFER de préempter sur les terres qui jouxtent un immeuble, avec un risque d'abandon, de corps de ferme et surtout de spoliation du vendeur. Est-ce que vous êtes au courant déjà? Moi pas, mais je suis pas expert. Et qu'en pense la SAFER Nouvelle-Aquitaine? Alors, a priori, j'ai pas eu vent de ce projet, mais on pourra vite revenir vers vous pour avoir des précisions. Aujourd'hui, voilà, nos missions de la SAFER sont précisées effectivement par la loi et on agit effectivement dans ce cadre réglementaire et on agit effectivement sous le couvert de nos 2 organismes de tutelle qui sont le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances. Donc on attendra effectivement la nouvelle législation. Puis la SAFER, c'est un outil au service des politiques publiques en matière de foncier. C'est pas elle qui décide des grandes orientations en la matière. Alors en matière d'anticipation, la SAFER sensibilise-t-elle les élus des collectivités ou a-t-elle en amont les informations des reprises à venir? Fabien? Alors, les informations, on ne les a pas forcément, même si on essaye de développer des partenariats avec la Chambre d'agriculture dans ce sens-là notamment. Après, c'est des données qui restent privées, hein, tout ce qui est départ à la retraite et cessation d'activité. Voilà, donc c'est des données aujourd'hui qui sont protégées vis-à-vis de la loi RGPD et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, sur la deuxième partie de la question, c'était... Alors, je vais vous relire la question. C'est moi qui ai... Oui, le lien avec parce que les collectivités locales, elles sont grandement concernées et intéressées par la problématique du renouvellement des générations. Et une ferme qui ne trouve pas de repreneur et qui part à l'abandon, c'est un vrai problème, hein. Oui, elles sont doublement intéressées par rapport à ça et par rapport à l'aménagement du territoire également. Oui. Aujourd'hui, rien qu'à la SAFER Nouvelle-Aquitaine, depuis quelques années, c'est monté des services collectivités environnement qui sont en lien direct avec les élus, les collectivités territoriales, notamment pour les sensibiliser et à les accompagner sur des projets divers d'aménagement, de transmission, d'accompagnement sur des achats de terres agricoles également. Voilà. Très bien. Gaël, vous voulez rajouter un mot? Non. Bon, eh bien, écoutez, en termes de questions, c'est tout ce qui m'est remonté pour l'instant. Donc on va s'arrêter là. Il est 14h11, on est un petit peu en avance par rapport au délai qui nous était imparti. Peut-être Franck Daubin, donc les éleveurs, président du GDS, le mot de la fin peut-être sur cette question de la transmission des exploitations d'élevage. Parce que, bon... on a vu qu'il y avait une dimension psychologique importante, que la question de la cession dépendait aussi de la capacité à trouver un repreneur, que le contexte général de l'élevage avait son importance sur justement l'attractivité du métier. Aujourd'hui, on évoquait la reprise des cours de la viande, ça va beaucoup mieux. On ne sait pas ce que ça va durer, mais ça va quand même beaucoup mieux. C'est porteur d'espoir pour l'avenir, tout ça quand même ? Eh bien, oui, je pense que c'est porteur d'espoir pour les jeunes qui ont, on va dire déjà, parce qu'au départ, il faut avoir la fibre élevage. Ça, c'est que tout le monde le sait ici autour. La fibre élevage, tout le monde ne l'a pas, mais les gens qui l'ont, je crois qu'ils sont un peu encouragés en ce moment du fait de la reprise effectivement, de l'intérêt pour l'élevage, de l'intérêt économique, aussi bien sur l'export que sur la viande en France, la consommation de viande, et qui d'ailleurs ne baisse pas tant que ça
malgré les végans qui font des campagnes avec beaucoup de moyens que nous n'avons pas nous, mais ils n'arrivent pas à faire baisser beaucoup la consommation de viande. Si on consomme de la bonne viande comme elle est faite en France, avec nos races françaises qui sont toutes, je dirais, exceptionnelles, donc il n'y a pas de raison, il faut manger moins de viande, mais mieux. Mais c'est le cas des producteurs français. Donc je crois qu'il faut quand même avoir un espoir pour la filière, qu'il restera toujours des éleveurs. Et en France, notamment, nous sommes un pays d'éleveurs naisseurs. Et je dirais que nous arrosons un peu l'ensemble de nos partenaires espagnols, italiens, qui eux n'ont pas les cheptels de souche et qui ont besoin de nos animaux pour alimenter leur population, tout simplement. Et tu disais, il faut avoir la fibre quand on est éleveur. Bon, c'est clair, un éleveur, c'est un métier passion. S'il n'y a pas la passion, c'est difficile. Est-ce que tu penses en la matière que précisément les cédants, puisqu'on parlait de transmission, ont aussi un rôle à jouer pour transmettre cette passion, peut-être aussi accompagner les porteurs de projets? On n'en a pas parlé, ce qui me fait penser que j'y reviens, dans des démarches de tutorat, de parrainage. C'est la responsabilité des cédants, c'est aussi celle-là peut-être? Oui, moi je pense que oui. On n'en a pas beaucoup parlé, mais moi je pense que les cédants, enfin je ne sais pas ce qu'ils en pensent, il faut on l'a dit, il faut l'anticiper, il faut le préparer longtemps à l'avance. Et je crois qu'avoir une espèce de tutorat, travailler ensemble pendant 1 ou 2 ans et après laisser faire le repreneur si tout va bien, je crois que c'est important pour les deux, pour tout le monde, pour l'exploitation. Et psychologiquement parlant, c'est bon pour les deux. Aussi bien voilà. Et donc ça, c'est une formule, pour moi, qui est une bonne formule. Plutôt que faire de but en blanc, comme on dit, du jour au lendemain. Aujourd'hui c'est toi, demain matin c'est moi. Et ça sécurise les deux parties prenantes. Voilà, exactement. Ok, bien, mais merci beaucoup. On arrive au terme donc, de ce webinaire. Donc Franck Daubin, Gaël Gadiou, Fabien Dachary, donc merci à tous les trois pour vos interventions, votre collaboration. Merci également à nos internautes, plus de 140 inscrits sur ce webinaire dédié à la transmission des exploitations d'élevage. Je le rappelle, vous pourrez retrouver l'intégralité de nos échanges grâce au replay sur la chaîne YouTube de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Merci encore d'avoir suivi ce live et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.